La psychologie de l'argent, c'est un domaine qui cache des vérités assez surprenantes. On va plonger ensemble dans quelques idées clés tirées du travail de Morgan Housel pour essayer de comprendre ce qui sépare vraiment la richesse de la ruine. Alors, pour commencer, une petite énigme. On a là deux personnes, mais alors vraiment très différentes, avec deux destins financiers complètement opposés. D'un côté, Mike Tyson. Il a gagné plus de 400 millions de dollars au cours de sa carrière. De l'autre, Ronald Reed, un simple concierge avec un salaire modeste. Et pourtant, Tyson s'est retrouvé avec 23 millions de dollars de dettes, tandis que Reed, lui, a réussi à accumuler 8 millions de dollars d'économies. La question est simple. Comment c'est possible? Ça semble défier toute logique, pas vrai? Eh bien la réponse, elle ne se trouve pas dans les maths ou le niveau de revenu. Non, elle est ailleurs. Elle est dans la psychologie. La toute première pièce de ce puzzle, c'est de comprendre qu'il y a deux forces puissantes et souvent invisibles qui façonnent absolument tous les résultats financiers, la chance et le risque. Pour illustrer ça, prenons l'histoire de Bill Gates et de son meilleur ami Kent Evans. Ils étaient tous les deux absolument brillants, obsédés par les ordinateurs, et ils avaient ce rêve commun de bâtir un empire technologique. Sauf que le hasard est intervenu, mais de manière tragique. Kent est décédé dans un accident de montagne avant même la fin de ses études. Pendant ce temps-là, la chance, elle, a souri à Bill Gates. Il a eu l'opportunité d'étudier dans l'une des très rares écoles au monde qui possédait un ordinateur dans les années 60, ce qui lui a donné une avance incroyable. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le succès n'est jamais dû à 100% à la compétence, tout comme l'échec n'est jamais dû à 100% à la bêtise. On a tendance à surestimer notre contrôle et à sous-estimer le rôle du hasard. Pensez à Jesse Livermore, un trader de génie qui a été complètement ruiné par la Grande Dépression. Ça montre bien que le risque, eh bien, il peut frapper n'importe qui, n'importe quand. Et cette prise de conscience, elle nous amène tout droit à une deuxième idée fondamentale. Les compétences qu'il faut pour devenir riche sont souvent à l'opposé de celles qu'il faut pour le rester. Pour s'enrichir, il faut de l'optimisme, il faut oser prendre des risques, parfois des risques audacieux. Pensez à Jeff Bezos qui plaque son job pour aller vendre des livres sur Internet. Mais pour rester riche, c'est une toute autre histoire. Là, il faut de l'humilité, beaucoup de patience, et surtout, il faut éviter à tout prix les risques qui pourraient vous anéantir. C'est un jeu de survie. Et cette mentalité de survie, elle est parfaitement illustrée par la philosophie d'investissement de quelqu'un comme Warren Buffett. Son but premier, ce n'est pas de faire des gains astronomiques, non, c'est d'éviter la perte. C'est ça qui assure sa longévité financière. À l'opposé, on a l'exemple tout récent du fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried. Lui, il a parfaitement maîtrisé la première compétence. Il a bâti une fortune de 26 milliards de dollars en prenant des risques. Mais il a complètement, mais alors complètement, échoué à la seconde. Il a tout perdu en prenant des risques encore plus insensés. Il a confondu devenir riche et rester riche. Bon, si rester riche c'est une question de survie, alors à quoi sert l'argent au final? C'est là qu'intervient notre troisième idée, qui va un peu redéfinir le but même de l'épargne. Le but, en fait, ce n'est pas forcément d'économiser pour s'acheter une plus grosse voiture. Non, c'est de se construire ce que certains appellent un fuck you fun. Le rendement ultime de cet argent n'est pas financier. C'est la capacité à pouvoir dire stop, à se retirer de situations qui ne nous conviennent plus et à reprendre le contrôle total de son temps. Et là, le contraste est vraiment frappant. Dépenser son argent, ça permet d'acheter des objets éphémères, un statut social temporaire, bref, des choses très visibles. Alors qu'épargner, ça achète des options durables, du contrôle, de la liberté, et tout ça, c'est complètement invisible aux yeux des autres. Cette notion d'invisibilité, elle est vraiment au cœur de notre quatrième idée, une idée qui vient bousculer un préjugé très courant sur ce à quoi la vraie richesse ressemble. Pour bien comprendre, revenons à notre histoire de Ronald Reed. Absolument personne dans son entourage ne se doutait de sa richesse. Il était concierge, il menait une vie toute simple, sa fortune, il l'a bâtie en silence, patiemment, loin des regards. En fait, la richesse, c'est un peu comme un iceberg. La partie visible, la petite pointe qui dépasse, ce sont les dépenses. La Ferrari, les vêtements de marque, la grande maison, c'est l'argent qui est déjà parti. Mais la vraie richesse, la masse énorme qui est sous l'eau, elle est invisible. Ce sont les investissements qui grandissent, les dettes qui diminuent, un portefeuille qui génère des revenus sans qu'on y touche. On arrive à notre dernière idée, et c'est peut-être la plus importante. Elle explique pourquoi le meilleur plan financier ne se trouve pas dans un fichier Excel, mais dans la compréhension de nos propres émotions. On n'est pas des robots. Être raisonnable est bien plus important qu'être parfaitement rationnel, surtout quand les marchés s'emballent. Une stratégie qui semble parfaite sur le papier peut s'effondrer si la panique vous pousse à tout vendre au pire moment. Alors qu'une stratégie simplement raisonnable, c'est celle qu'on arrive à tenir sur le long terme. Pourquoi? Parce qu'elle nous laisse dormir sur nos deux oreilles. Au final, la régularité, guidée par un plan raisonnable, battra toujours un plan parfait qu'on abandonne à la première secousse. Le meilleur plan financier, c'est tout simplement celui qu'on est capable de suivre.
Et nous voilà revenus à notre énigme du début. La différence entre Mike Tyson et Ronald Reed, finalement, ce n'était ni leur revenu, ni leur intelligence. C'était leur comportement. Le succès financier dépend beaucoup moins de ce qu'on gagne que de la manière dont on se comporte avec cet argent. Et ça nous laisse avec une dernière réflexion. Une question à se poser. Est-ce que son plan financier est construit pour un tableur ou est-ce qu'il est construit pour la vraie vie ? S'assurer qu'il tienne compte du simple fait que nous sommes des êtres humains, c'est peut-être ça la clé la plus importante de toutes.